Alors, bonjour à vous tous et merci de participer à cette deuxième rencontre littéraire sur justement le regard d'écrivain sur l'humanitaire. Nous recevons deux auteurs, Marion Emono et Laurent Wall, justement pour parler de ce sujet et tout particulièrement des dangers de la route migratoire, également l'engagement humanitaire et les risques du témoignage. Alors, tout d'abord, Marion Emono, une petite présentation rapide. Marion Emono est journaliste franco-suisse. Vous avez, j'ai oublié quand même quelque chose d'important, vous parlez 5 langues, dont l'arabe. Ça vous a certainement été utile pour votre livre. Donc, vous avez écrit deux récits poignants, notamment un premier récit sur 376 jours en prison. Donc c'était l'histoire d'une erreur judiciaire, une erreur judiciaire qui ne se passe pas à l'autre bout du monde, mais qui se passe ici à Genève, de mémoire en 2009. Et un deuxième ouvrage qui a été très très remarqué, qui a eu le prix Gonnet qui a été remis au Festival du Lac l'année dernière, et un récit qui met en lumière la disparition des enfants sur la route migratoire et la recherche d'une famille pour retrouver donc cet enfant disparu. Alors maintenant, à Laurent Well, je dis bien son nom parce que Laurent Well est né en Angleterre, à Torquay, donc complètement bilingue. Il vit à Paris, région parisienne, on va dire, et il est l'heureux auteur de romans, de nouvelles, 10 romans à votre actif, Laurent, avec de belles distinctions, le prix Merlin pour votre ouvrage Hélas, Elias. Prix Rony est né pour Pilleur d'âme, le prix Mastéron pour les manuscrits de Robinson, le prix Bob Moran, j'aime bien, Bob Moran, pour Crime, Alien et Châtiment. Petit jeu sur les titres, ça nous fait penser à un bel auteur. Et ce qui touche particulièrement notre propos, vous avez été pendant 3 ans militaire en Afrique et vous avez conduit des convois humanitaires dans les années 90, 1989, je crois plus précisément. Voilà. Je vais laisser nos auteurs vous présenter leurs ouvrages. Donc, un petit résumé pour vous tenir tous en haleine. Vous allez voir, c'est très intéressant et toujours au regard donc de l'humanitaire. Marion Emono. Merci, bonjour. Alors, quelques mots, oui, sur ce livre qui est tiré d'une histoire vraie que j'ai romancée et ressuscitée. La narratrice est une mère de famille qui a égaré un de ses enfants sur la route migratoire. Et cet enfant a 9 ans. Voilà, la genèse de ce livre, c'est qu'un jour j'ai vu une petite brève sur la BBC qui disait c'était des retrouvailles à l'aéroport et donc c'était une famille afghane qui retrouvait son fils de 9 ans. Il y avait les frères et sœurs et j'ai été bouleversée qu'on puisse décrire en 3-4 lignes, comme on le fait nous, les journalistes, ce drame humain, mais qui finissait bien. Mais c'était quand même, je me suis mise dans la peau de cette mère de famille. Et voilà, je suis partie à la recherche de cette famille que j'ai retrouvée dans le nord de l'Allemagne. Et j'ai passé beaucoup de temps avec eux, avec un interprète en langue persane. Et voilà, ce livre est issu de ces nombreux entretiens. Voilà, c'est assez passionnant de voir aussi comme cette famille est acculée de prendre la route. Ils ne se sont jamais figurés vivre en Europe, c'était pas du tout leur but. Ils ont vécu 18 ans en Iran, donc il y a toute une partie où on redécouvre l'Iran aussi, et ils sont finalement acculés à partir. Il y a des allers-retours en Afghanistan, enfin voilà. Alors, Laurent,
Là, on parle d'un récit. Maintenant, on est vraiment dans le roman et là, le thriller. Alors tout à l'heure, justement, il y a une remarque. Est-ce que l'humanitaire peut être source d'inspiration pour un romancier de thriller? On va dire oui. Bah, oui, forcément, hein. À peu près tout peut être une inspiration pour un romancier de thriller. À partir du moment où il y a quelque chose à raconter. Dans l'humanitaire, il y a tellement de millions de choses à raconter, comme on l'a vu tout au cours de ce week-end, que c'est difficile de ne pas trouver un sujet dans tout ce panier d'histoires poignantes qui se déroulent autour du monde avec des gens dont le courage est quand même assez époustouflant. Quand j'écoutais les récits de tous les gens qui sont passés avant nous au cours de ce week-end, enfin, je vois des gens, je vois des regards ici de gens qui ont vécu des choses qui pourraient hérisser les cheveux sur la tête d'un mercenaire Spetsnaz. Donc voilà, et en prenant des risques, alors que leur métier, c'est pas le risque, leur métier, c'est le secours, finalement. Donc moi, ce qui m'a lancé dans cette histoire, effectivement, c'est un roman, mais qui est basé sur un tas de faits divers que j'ai concaténé, on va dire, pour créer des personnages avec. Un petit peu comme disait Daniel sur la création du roman tout à l'heure, on prend plusieurs expériences et de ces expériences, on en tire des cartes de personnages, on va dire, en quelque sorte. Et là, mon personnage principal, Angéline, donc, qui est une humanitaire et qui va être... Un médecin quoi, humanitaire qui est chirurgien. Oui, tout à fait, absolument. Oui. C'est une doctoresse et à qui il va arriver des problèmes, qui va disparaître en Afrique et son père va se lancer sur les traces pour la retrouver. Voilà. Donc c'est arrivé à d'autres humanitaires. Voilà pourquoi j'ai pris une femme, pourquoi pas, parce que déjà son grand frère était mort dans une manifestation antinucléaire à Bure. Donc c'était bien que ce soit une sœur aussi, et puis voilà, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas, quoi. Mais est-ce qu'il y a est-ce que ça découle d'une histoire vraie? Donc c'est une compilation d'histoires? C'est une compilation d'articles que j'ai lus, c'est une compilation de reportages que j'ai vus, de témoignages que j'ai entendus, de gens à qui c'est pas toujours des femmes d'ailleurs, hein, des femmes, des hommes, un tas de gens, et beaucoup trop d'ailleurs. Et puis ces retrouvailles aussi, comme tu disais tout à l'heure, ce petit garçon qui arrive à l'aéroport, j'imagine, et on voit sa famille et tout ça. Et là, c'est pareil, quand il y a des gens qui reviennent, des docteurs, je pense à ses sœurs qui étaient prisonnières en Libye, je pense, et qui ont été libérées. Et donc, on voit arriver à l'aéroport de, je ne sais plus si c'était Beauvais ou ailleurs, peu importe, où on voit toute la délégation avec le président de la République, machin, les flonflons, tout ça. Alors que, bon, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Le président de la République, il n'est pas là sur le terrain. Hein, donc, ces gens-là sont tout seuls. Et un jour ou l'autre, il leur arrive un truc, et pour des raisons politiques, on les aide à ce moment-là. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours aussi noir que ça, mais quand même, il y a quand même beaucoup de ça, quoi. Comme disait encore une fois Daniel tout à l'heure, quand on est perdu au milieu de la jungle avec une radio qui fonctionne pas, personne vient vous sortir de là. C'est vrai que maintenant, il y a des satellites, il y a des téléphones portables qui captent à peu près partout, des téléphones satellites, etc. Mais ça reste néanmoins une aventure qui est non seulement digne d'être racontée, mais qui devrait l'être plus. On voit pas assez de films sur ce genre, parce que les films, ça marque beaucoup les gens. Les films, ça marque beaucoup les gens. On a vu Blood Diamond avec Brad Angelina, là. Enfin, non, c'était Caprio, c'est l'autre. Bon, peu importe. Voilà. Donc, mais là, on voit encore un blanc qui fait le héros, etc., mais qui n'est pas humanitaire. Des causes sur les humanitaires, à part la déchirure au Cambodge, ce genre de choses, qui sont des films extraordinaires. Il y en a pas assez. On voit des Bruce Willis, on voit des mecs tomber des immeubles avec des capes rouges, on voit enfin un tas de trucs, mais qui n'ont pas vraiment de valeur ni culturelle ni humanitaire. Alors, le point commun, c'est justement la disparition là d'une jeune femme médecin humanitaire et puis de ce petit garçon qui se trouve esseulé en Europe. Alors, avec deux visions différentes. La première, c'est effectivement les pouvoirs publics délaissent ce père qui recherche sa fille désespérément, parce qu'il recherche sa fille pendant 5 ans. Et de l'autre côté, avec Marion et Mono, on a ce petit garçon disparu et il y a véritablement une aide autour de cette famille. Est-ce que vous pouvez Marion, nous parler justement de ces engagements et ces hommes et ces femmes qui ont aidé cette famille? Et là, c'est une histoire vraie.
Oui, et d'ailleurs, je commence quand même le propos en disant, je dédie ce livre aux 12 000 enfants mineurs qui ont disparu en Europe. C'est un chiffre d'Europol, mais qui peut être largement sous-estimé. En fait, on n'en sait rien. Et je crois que c'est là tout le drame. Ces enfants mineurs qui disparaissent dans la nature est une partie du drame migratoire qu'on évoque assez peu finalement. Et pour en revenir à votre question, effectivement, la famille tombe sur quelques bonnes âmes. Il a de Et l'espoir. Donc, oui. Et puis c'est une happy end aussi, donc c'est chouette de voir des histoires comme ça qui se terminent bien malgré tout. vous pouvez nous en dire plus, Marion Emono? Donc, qui a aidé? Comment ça s'est déroulé? C'est d'abord, ils sont en Turquie quand ils perdent l'enfant. C'est au moment d'embarquer sur ces embarcations de fortune sur les côtes turques à Izmir. Et donc, comme il y a plusieurs enfants dans la famille, voilà, ils pensent embarquer avec tout le monde dans la nuit. Et Mahdi, voilà, il n'est pas. Leur embarcation chavire, ils reviennent sur les côtes et le gamin, il manque un enfant. Euh, et, euh, et finalement, il reste 9 mois en Turquie à chercher ce petit qu'ils ne trouvent pas. Et ils repartiront à la faveur de l'appel d'Angela Merkel, qui en août 2017, je crois, a fait ce fameux discours Wir schaffen das, on va y arriver, venez, on va absorber les flux migratoires parce que c'est trop dramatique ce qui se passe. Donc pour en revenir à l'aide, finalement, la famille se résout à aller en Allemagne à la faveur de cet appel-là. Et c'est vrai que quand ils arrivent, ils tombent aussi sur... moi, j'y suis allée, il y avait des voisins qui viennent leur apporter des fruits, des poulets. Voilà, donc il y a une solidarité comme ça de voisinage qui peut se mettre en place. Il y a aussi d'autres étapes qui sont bien moins sympathiques, notamment lors de leur passage en Hongrie. Et finalement, c'est le chef du camp de réfugiés qui, voyant les filles aînées de la famille pleurer jour et nuit, s'intéresse au sort de ces jeunes filles qui ont perdu leur frère et va un peu essayer de dérouler la pelote. Alors, à l'inverse, là, justement, ce père aimerait bien être aidé par les pouvoirs publics. Au début, il y a un engouement de la presse, ça dure quelques jours. On parle effectivement de la disparition de cette humanitaire. Ça fait d'ailleurs deuxième disparition pour Angeline. Et là, ce père est laissé et il doit se débrouiller tout seul au risque et au péril de sa vie. En fait, une première fois, elle est prise en otage au Darfour du Sud, au sud Darfour, et elle est échangée contre des mallettes quelques temps plus tard, donc avec réception à l'aérodrome, etc. Et puis quelques blessés qui étaient avec elle et quelques autres humanitaires sont libérés en même temps. Et elle décide de repartir. Son père sait parfaitement qu'elle va repartir parce que c'est ce qu'elle a dans la peau, quoi. Et donc elle repart. Et là, quelques temps plus tard, elle disparaît en Namibie, quelque part dans le nord de la Namibie, dans un camp qui est proche de la frontière avec l'Angola. Et puis là, tout d'un coup, il y a eu beaucoup de battages autour du retour des héros du Darfour, etc., quand ils sont rentrés en France, hein, la première fois. Et la deuxième fois, étrangement, au début, son père, il se fait aider par l'ambassade de France là-bas, etc. Et puis tout d'un coup, c'est silence radio. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, plus personne l'aide, etc. Pourquoi je dis toujours etc. On s'en fout. Et donc, à un moment donné, on lui fournit quand même un guide avec un 4x4 en lui disant si vous voulez poser des questions, vous n'avez qu'à sillonner le pays. Voilà, un petit peu débrouillez-vous, quoi. Voilà, c'est pas difficile, quoi. Et donc, il part avec ce guide comme un fixeur, quoi, et son 4x4. Et puis, à un moment donné, il s'approche peut-être un peu trop de quelque chose qui va gêner et le 4x4 explose. Mais lui n'est pas dedans à ce moment-là. Il est en train de téléphoner à l'extérieur. Donc, à partir de là, il sait qu'il dérange.
avec ces questions, qui s'est approché de quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir ou qu'il n'aurait pas dû entendre. Il a beau chercher, il ne comprend pas ce que c'est. Et donc, il va se réfugier dans un coin qui s'appelle donc Skeleton Coast, en Namibie, qui est un cimetière de navires échoués sur une ancienne côte, enfin pas une ancienne côte, sur une côte qui servait anciennement comment ça s'appelle, à la pêche à la baleine, voilà, et au traitement des carcasses de baleines. C'est pour ça que ça s'appelle Skeleton Coast, parce qu'il y a beaucoup d'ossements de baleines sur cette plage, mais pas que de baleines. Mais là, Voilà. c'est pas une baleine sur Non, c'est pas une baleine. la couverture de Skeleton Coast. C'est un squelette de crocodile. Voilà, c'est un squelette de crocodile. C'est une vision de l'artiste d'une baleine, je suppose. Je ne sais pas. On m'a proposé plusieurs choses et j'ai trouvé que celle-ci, elle était sympa, elle était frappante, elle attirait le regard. Et puis c'est un coin d'Afrique où il y en a. Et puis voilà quoi. Donc, voilà, c'est pas très important. C'est assez imagé, on voit. Oui, tout à fait, tout à fait. On voit la férocité du monde. Absolument, on voit la férocité du monde et on la voit encore plus parce qu'il va se déplacer, il va aller en Angola, en RDC, etc. Il va rencontrer des gens pas très recommandables pour des intérêts supranationaux qui font poser un couvercle sur un certain nombre de choses qui se passent là-bas, que ce soit les Chinois, que ce soit les Allemands, que ce soit voilà, il y a plein de gens les Français d'ailleurs aussi, il y a plein de gens qui grenouillent pour le sous-sol, notamment. Voilà. Donc les Chinois construisent des routes qui vont de nulle part à nulle part, voilà, en échange de concessions minières, en échange de choses comme ça. On voit que vous connaissez bien l'Afrique et les touffeurs de l'Afrique. Vous avez donc le sous-sol de l'Afrique, moins bien quand même. C'est plutôt la surface. Mais justement, c'est de votre expérience que vous avez réussi à écrire ces mots sur l'Afrique. Alors c'est de mon passage en Afrique, en fait. Je cherchais un lieu pour situer l'histoire. Elle a commencé, un lieu un peu inhabituel. Donc j'ai trouvé ce lieu-là, mais il se trouve qu'il est un petit peu au cœur de toute une convoitise des grands de ce monde, pour les métaux rares, pour le pétrole, pour les diamants, etc. On n'est pas loin de l'Afrique du Sud. On est à un carrefour de trafic, y compris les comment ça s'appelle, y compris les contrebandiers et les braconniers aussi, parce que beaucoup d'animaux là-bas c'est un trafic en fait. C'est un trafic. Il y a une réserve de chasse en Namibie, mais c'est rarement respecté et les quotas sont rarement respectés parce que les chasseurs, grands chasseurs blancs, ils vont là-bas et ils dépensent une blinde pour abattre un éléphant par exemple ou un lion, ou enfin voilà, un animal comme ça. Ils dépensent une blinde. Je me souviens plus pour un éléphant si on n'atteint pas des sommes du style $60 000 pour abattre $60 000 américains pour abattre un éléphant, un lion, je ne sais plus combien c'est. Enfin, c'est des sommes faramineuses pour ces pays-là. Donc voilà, puis il y a la corruption qui joue là-dessus, c'est-à-dire que cet argent, il est distribué, il arrose un petit peu à droite à gauche, et puis il va principalement dans les gens qui sont haut placés. Mais comme pour les concessions minières, comme pour tout ça, quoi. Donc on a vu que dans votre livre, le personnage principal est l'Afrique, ce pays dont vous avez parlé. Marion et Monod, aussi les personnages qui ne sont pas de chair. Il y a l'Afghanistan, l'Iran. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux pays par rapport à ce que vous avez enquêté, vos sources pour justement parler de ces pays? Alors, j'ai voyagé avec un interprète vaudois qui habite dans le canton de Vaud et qui est amoureux de l'Afghanistan. Qui a vécu plusieurs années. Donc, je suis tombée sur un gars assez formidable qui m'a non seulement interprété les propos in vivo avec la famille, mais en plus, il m'a fait du décodage culturel dont j'avais besoin pour ne pas faire d'impair, pour me comporter correctement et puis que cette famille aussi m'accorde sa confiance, évidemment, qu'on soit dans un rapport voilà, de confiance, évidemment, pour qu'ils me racontent tout ce qu'ils avaient vécu et qu'à partir de là, je puisse en faire un roman. Oui, parce que c'est un récit, c'est une histoire vraie, mais c'est raconté comme un roman à la première personne, donc c'est la mère qui dit « je » et qui raconte son histoire.
Voilà, la narratrice est la mère de famille, parce que ça m'a semblé être le meilleur prisme pour comprendre la douleur que peut être ce drame migratoire, euh, qui, encore une fois, termine bien. Mais voilà, c'est vrai que quand on est dans la peau de la mère qui ne trouve plus son enfant pendant des années sans savoir s'il est mort noyé dans l'embarcation qui a chaviré ou s'il a pu finalement être quelque part en Turquie, rester avec ses interrogations comme ça sur la vie de son propre enfant pendant... Mais non, c'est terrible, mais ça crée énormément d'émotions. Et justement, à propos d'émotions, ce livre, est-ce qu'il a suscité des engagements? Est-ce qu'il y a eu... qu'est-ce qui s'est passé à la sortie de ce livre? Est-ce que des journalistes ont relayé cette histoire, puisque c'est une histoire vraie? Oui, alors effectivement, il y a eu un petit peu de médias qui s'en sont fait l'écho. Je ne sais pas si, enfin, j'ai pas la prétention que ce livre-là ait induit une action concrète. On sait jamais. Vous savez, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Oui, il faut être honnête. Et puis, mais par exemple, le CICR a un programme, alors là, ça n'avait rien à voir, hein, mais a un programme de famille pour que les familles qui ont été distendues par les conflits puissent se retrouver. Cette histoire-là est un petit peu différente puisque finalement, elle dépend d'aléas complètement incontrôlables, alors que le CICR, quand ils mettent en lien, ils arrivent à retrouver des familles. On sait, normalement, on a déjà des pays où ils ont été arrachés. On a quand même certainement un axe pour travailler. Alors justement, comment vous avez travaillé, Laurent, pour écrire ce livre? Vous êtes appuyé sur des documents? Comme je fais à peu près pour tous mes romans, qui sont souvent basés sur des faits historiques, ceux-là, donc forcément, il y a beaucoup de documentation. Là, il y avait pas mal de documentation. Alors, l'Afrique, ça avait un avantage pour moi parce que j'y ai séjourné quand même quelques années. Donc, j'avais déjà les odeurs, les paysages, les gens, un peu le contexte. Et ça, c'est formidable dans ce livre. On sent vraiment, on sent l'Afrique. C'est très, très bien décrit. Vraiment, bravo. Merci. Et donc ça faisait un petit peu le décor. Après, pour le personnage, comme j'ai dit, je me suis documenté à la fois sur l'humanitaire en général et puis sur ces disparitions, sur des contextes difficiles en zone à la fois de guerre, à la fois de convoitise. Et puis ensuite, donc parce qu'il se déroule dans plusieurs endroits. Là, on a parlé de la Namibie, de l'Afrique centrale. Mais il se déroule aussi en parallèle dans les officines gouvernementales en France. Il y a une portion qui se passe aussi au niveau de la mafia calabraise qui fait pas mal de trafic par là-bas pour planquer des déchets à la fois toxiques et des déchets nucléaires. Donc tout ça, ça fait un micmac qui crée une situation extrêmement dangereuse et qui crée une situation très très périlleuse pour les humanitaires qui soignent des gens qui sont parfois pas du tout supportés par leur propre gouvernement, qui sont des cibles de groupuscules armés de part et d'autre, des cibles pour les braconniers s'ils voient quelque chose, des cibles pour les passeurs, et puis pour les gens qui font des mines sauvages aussi, pour le diamant notamment. Donc ça crée tout un contexte explosif, on va dire, mais ça n'explose pas parce que ça explose, ça arrangerait personne, et surtout pas les nations qui veulent ce sous-sol. Donc pour l'instant, c'est une cocotte minute, quoi. Voilà, c'est une cocotte minute avec une grosse température à l'intérieur et la pression monte. Alors justement, à propos de cocotte minute, est-ce qu'en écrivant d'ailleurs la question que je vais poser à tous les deux, quel est ou quels sont vos messages? Est-ce que vous aviez envie de laisser un message, de délivrer un message à vos lecteurs ou personnes qui sont dans cette salle par rapport au thème? Achetez le livre. Achetez des livres. Mangez-en, c'est bon. Voilà. Alors, en plus, je te laisserai après. En plus, dans celui-ci, voyez-vous, vous avez une magnifique photo de l'auteur. Vous pouvez la garder, l'encadrer, tout ça, voyez-vous, c'est très... voilà.
Moi, mon message, c'est aussi un livre pour qu'on comprenne les drames humains qui se nouent derrière ces flux migratoires incessants qu'on ne sait pas bien comment gérer. Voilà, l'Union européenne peine à parler elle-même d'une seule voix. Il y a un passage quand ils arrivent en Hongrie que j'ai romancé, mais qui est réel, c'est-à-dire qu'il y a la réticence de la population, et puis ils peuvent même pas sortir de la tente dans le camp parce qu'ils savent qu'il il y a des maraudeurs, des rôdeurs qui sont très réfractaires dans la population et ils ne sont pas les bienvenus. En Grèce, ils tombent sur une manifestation anti... anti-migrants, anti-musulmans, voilà. Et donc, mon message, ce serait plutôt ça. Je crois qu'il y a des, des drames qui se nouent à nos portes. Voilà, j'aurais plutôt un message d'accueil. Alors justement, pour répondre à ce que vous avez dit, Laurent, donner envie de lire vos ouvrages, je vais vous laisser à chacun lire un passage. Je croyais que vous alliez nous les donner. Mais pourquoi pas donc, Marion suggère un petit passage choisi déjà avec les auteurs. Merci. Si nous avons fait le voyage en nous accrochant à l'espoir d'arriver sains et saufs en Europe, nous sommes désormais plongés dans un itinéraire qui promet d'échouer. Je ne vois plus que la folie de s'être tous mis en route ainsi. Il me paraît évident que notre projet fou de nous installer en Europe est peine perdue. Quand bien même nous arriverions à destination, dans quel état mes enfants atteindraient-ils l'autre rive? Psychologiquement asservis, physiquement épuisés, affamés et assoiffés. Quel adulte devient-on lorsqu'on a été ainsi maltraité par un couchak-bar, un passeur, des kilomètres durant, écrasé par la chaleur du soleil, liquéfié par des températures invivables? Quel adulte devient-on lorsqu'on a vu ses propres parents, qui devaient être un modèle d'autorité, se faire hurler dessus et être littéralement menés à la baguette? Le soir, avant que nous nous endormions, somme toute assez facilement malgré les conditions, je communie par l'esprit avec Sultane, son mari. Je sens que nous sommes tous deux dans la même réflexion. Que faire si ce n'est avancer? Allez, le trajet ne devrait durer que quelques jours, une poignée d'heures. Allons, allons, nous sommes à quelques encablures des rives turques en face de la Grèce. L'Union européenne. Ce passage sera bientôt un mauvais souvenir. Là, on est vraiment dans la tête d'une personne qui migre. C'est très poignant. Laurent? Il se souvenait de chaque moment passé ici, de chaque entrevue et de chaque déception. 6 ans aujourd'hui qu'elle disparaissait sur cette côte ou dans l'intérieur de ces terres désolées. Nul ne semblait en mesure de le déterminer avec précision. Les officiels rencontrés, les humanitaires, les militaires et la poignée de policiers interviewés n'apportaient aucune certitude. Angéline s'était volatilisée, avalée par l'Afrique. À l'endroit où son dernier camp était jadis installé, ne subsistaient que des traces éparses dans la brousse, à une dizaine de kilomètres de la frontière angolaise. Au fil des décennies, cette zone se partageait entre les réfugiés du Nord, les rebelles et les forces gouvernementales de Luanda qui les pourchassaient. Dans ces vestiges de la colonisation, les frontières n'existaient réellement que sur les cartes. Sur le terrain, rien ne les garantissait ni ne les distinguait. L'Angola et la Namibie possédaient en commun une indépendance récente, ce qui générait encore des soubresauts, parfois violents. Ajoutez à cela, des intérêts supranationaux jouaient leur partition dans l'ombre. Les anciens colonisateurs, allemands, portugais et afrikaners, tiraient toujours de grosses ficelles. Merci beaucoup pour ces 2 belles lectures. Et maintenant, vous pouvez faire dédicacer les ouvrages de ces 2 auteurs.
donc Ressuscité de Marion Emono et Skeleton Coast de Laurent Well. Donc n'hésitez pas à aller chez Payot. Ce sont deux ouvrages. Alors pour votre ouvrage, c'est un thriller vraiment vibrant, nerveux. Les chapitres sont courts et on lit ça à toute vitesse. Et puis Marion Emono, il y a beaucoup d'émotions et dans la tête, ce que je disais tout à l'heure, de migrants, parce que finalement, on a plein de témoignages, mais être vraiment entendre la parole des personnes qui souffrent, c'est très intéressant. Donc merci à tous les deux. Et puis je tenais vraiment à remercier la Fondation Brochet et notamment sa directrice Cécile Cadwell pour ces magnifiques journées. Et voilà. Donc merci à vous tous. Vraiment merci. Oui.